Bonjour aux auditeurs de l'Institut des Libertés. Alors aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un peu spécial, c'est que je reçois Nicolas Vidal, qui lui-même a un institut qui s'appelle Putsch. Alors je ne sais pas si un putsch c'est de gauche ou de droite, mais à mon avis Putsch c'est de droite, et puis Pronunciamento c'est de gauche, parce que ça se passe en Amérique latine, et que en Amérique latine c'est plutôt des gens de gauche qui font des putschs, mais enfin c'est pas certain, parce que de temps en temps il y en a de droite aussi. Bon, donc vous êtes aussi dans ce parcours curieux d'essayer de savoir ce que les autres pensent, de les interroger, de les confronter les uns aux autres. Alors, j'aimerais beaucoup vous interroger sur les expériences que vous avez faites, ce qui vous a plu dans ce que vous faites, ce qui vous a surpris, si vous avez été déçu en bien. Voyez, s'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont surprise, parce que vous n'étiez pas plus que moi un homme de caméra avant que vous commenciez tout ça, quoi. Pas du tout, Charles Gaff, pas du tout, pas du tout. Donc, expliquez-moi ce que vous avez appris, parce que moi j'ai appris des tas de choses, sur moi aussi d'ailleurs. Ben, ce qui m'a intéressé, je me suis dit, tiens, je ne savais pas que je pouvais faire ça, mais expliquez-moi ce que vous avez appris, vous, parce que c'est amusant de contrôler l'expérience, quoi. Bien sûr. Ben moi, déjà, j'ai appris l'indépendance et la subversion. La subversion, si on la réfléchit, finalement, aujourd'hui, c'est le pluralisme des voix. Voyez-vous, parce que faire le pluralisme des voix, c'est de la subversion. Et pour revenir à l'origine de la question, rapidement, pour faire très bref, mais je me suis lancé dans le journalisme indépendant, seul, pratiquement, dans un petit appartement étudiant avec un petit ordinateur Apple MacBook. Et pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, finalement, qu'il y avait toute une foule de gens, une foule de voix, une foule de personnalités qu'on ne voyait jamais. Qu'on ne voyait absolument jamais. Et au début, je partis sur la culture. Et je me suis dit, c'est terrible, il y a des gens qui sont très intéressants et qu'on ne voit jamais. Et par exemple, j'écoutais à l'époque, j'écoutais France Inter, je lisais Le Monde, vous savez, ce journal de référence qui est devenu un journal de déférence au fil des années. Et je me suis dit... Vous êtes du sud-ouest ? Exactement, je suis du sud, de Nîmes. Ah ben oui, parce qu'en est, ça c'est les gens de la Montagne Noire, oui. Ah oui, ça m'amuse. Vous avez bien remarqué, effectivement, ce petit accent là, que j'essaye de gommer comme je peux, mais chaque fois que je n'y en ai, il va falloir que je dise autre chose, il va falloir que je trouve autre chose. Et je me suis dit, c'était rigolo, parce que ces gens, on n'en entend pas parler, et finalement, dans la culture, hein, j'ai commencé dans le média culturel, quand je voyais un artiste, un chanteur, sur une radio, finalement, pendant 10 jours, je le voyais partout. En ouvrant mon frigo, je me suis dit, tiens, il est là aussi. Et en fait, c'était des plans promo. Et je me suis dit, il y a forcément une autre voie dans ce pays, dans la culture. Et donc, j'ai commencé comme ça, à aller chercher, fouiller avec mes petits moyens, des personnalités qui m'intéressaient, ou des gens pas connus qui avaient du talent, selon moi. Et ça a fait comme ça. Donc, une dizaine d'années s'était écoulée. Et au bout d'un moment, là, j'ai commencé à me dire, on a un vrai problème dans ce pays, on va sortir du cadre culturel, mais on va rentrer dans le cadre de la démocratie. Comment la presse peut-elle encore jouer son rôle de contre-pouvoir dans la démocratie, pouvoir faire venir des voix, confronter les idées, comme vous avez dit, la confrontation d'idées, c'est ce qui nous restait dans ce pays. Et je frotter sa cervelle à celle des autres, comme disait Montaigne. Exactement, c'est exactement ça. Et j'ai lancé Putsch. Début 2018, je me dis, ça suffit. Il y a toujours les mêmes sur les plateaux, il y a toujours une espèce de doxa, une parole officielle, et ceux qui sont en dehors de ça sont immédiatement excommuniés du débat public, et ils sont la pire lie de l'humanité, la fange humaine qui sont là. Je me suis dit, tiens, on va monter quelque chose tout en indépendance, ça s'appelait Putsch, pour secouer l'ordre culturel et politique établi, et je vais essayer de faire des invités qui sont vraiment blacklistés un peu partout, pas pour dans la subversion comme je disais tout à l'heure, mais surtout pour entendre des voix. Parce que je suis toujours pareil du postulat, Charles, que finalement, le lecteur n'était pas con, pas débile, et lui proposer des voix discordantes ne faisait pas de lui un imbécile. Et les gens ne sont pas forcément hermétiques à l'intelligence ou à la bêtise, et je me suis dit, le meilleur moyen de faire vivre à mon petit niveau un débat, c'est d'inviter vraiment des gens de toutes sortes. Donc j'ai reçu effectivement des Laurent Oberton, mais j'ai reçu des gens beaucoup plus à gauche, voire extrême gauche. Et donc finalement, je me suis dit, on va essayer de casser ça. Et c'est ça que j'ai appris. Et j'étais convaincu dès le début que les gens avaient envie énormément d'entendre d'autres voix. Et on s'est rendu compte que des médias comme le mien, et pas que le mien, et heureusement, et bien finalement, au fil des mois, on a continué à se constituer, à avoir une certaine légitimité, et depuis 2018, nous sommes en 2022, et plus je continue. C'est bien, ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire que la base de la démocratie, c'est la disputatio, c'est-à-dire de se mettre sur la gueule entre gens de bonne compagnie, de le faire avec des arguments
de bonne qualité, sans jamais utiliser l'argument d'autorité. Vous avez tort, parce que moi je sais que vous ne savez pas, ça c'est l'argument qui était irrecevable dès le départ. Et donc moi j'ai eu exactement le même parcours en me disant, bah, écoutez, ce que je vais essayer de faire, c'est de recevoir des gens dans le domaine qui était le mien, où j'y connaissais quelque chose, l'économie, et un peu tout ce qui est sociologie politique, etc. Donc je suis arrivé exactement à la même conclusion. Et ce qui m'avait alerté, moi, c'était pas en 2018, c'est quand les tours sont tombés à New York, c'était il y a bien longtemps, mais j'avais pas les moyens à l'époque, ça n'existait pas de faire tout ça. C'est que d'un seul coup était apparu sur les plateaux toute une série de gars qui connaissaient très bien le terrorisme, très bien les États-Unis, très bien tout ce que le monde musulman, et qu'on ne voyait jamais. Et puis, pendant une semaine, les speakers officiels, c'est-à-dire les Attali, les Bernard-Henri Lévy, les Adler, etc., ne savaient pas quoi dire. Donc, on les a plus appelés sur les plateaux, ils devaient refuser. Et on avait arrivé des gars qui savaient de quoi ils parlaient, c'était intéressant. Puis, au bout de 10 jours, ils ont été remplacés à nouveau par les corneaux habituels, qui savent tout sur tout, les mincs. Et donc, je me suis dit, mais il faudra un jour qu'on fasse quelque chose, parce que c'est pas possible d'avoir tous ces gens compétents en France à qui on ne donne jamais la parole. Et c'est un peu ça, c'est un peu la raison de l'Institut des libertés aussi. Et ça s'appelle des libertés parce que la liberté, c'est une notion totalitaire. Alors que les libertés, c'est des notions pratiques, comme la liberté de monter un truc comme ça et de le passer librement, d'être à peu près libre. Ça, c'est une liberté. Il faudra se battre pour la garder d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'on la garde avec les corneaux qui sont dans les grandes maisons des GAFA. Ça, c'est Pas que. Pas que. Non, mais on a beaucoup d'ennemis, parce que la liberté a toujours beaucoup d'ennemis. La dictature a toujours beaucoup d'amis. Et donc, c'était le départ. Alors, je comprends très bien ce que vous avez essayé de faire. Et alors, qu'est-ce qui vous a surpris une fois que vous êtes mis dans la bagarre, une fois que vous vous êtes lancé là-dedans? D'abord, vous n'êtes pas fait que des amis, j'imagine. Non, c'est pas fait que des amis, mais effectivement, moi, vous savez, je ne suis pas là pour me faire des amis, concrètement, ni pour ouvrir des portes. On m'avait dit, je me rappelle un jour dans un repas, on m'avait dit, si tu continues à faire ce que tu fais, on va te fermer des portes. Et je lui ai dit, ça tombe bien parce qu'il y a des portes que j'ai pas envie d'ouvrir. Et on se déshonore en les ouvrant. Ah mais bien sûr. Alors oui, ce que j'ai appris, c'est que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient quitté la presse, délaissé la presse. On le voit, tous les sondages d'opinion, oui. Regardez, tous les enquêtes d'opinion. Janvier, c'est la dégringolade, la chute, le naufrage, le Titanic rentre dans l'iceberg, et tous ces gens continuent à faire de la musique, et les gens sont partis de la presse. Et je me suis dit... Et ils les lisent plus, ils perdent tous de l'argent. Ils les lisent plus du tout. Et puis les gens, c'est le postulat suivant. C'est de dire finalement, sur des radios publiques notamment, de dire les gens sont trop cons, donc si on leur donne à manger ou à écouter des voix finalement qui ne sont pas dans la doxa officielle, finalement les gens pourraient y croire. Vous comprenez ce postulat-là? C'est du mépris de classe. Oui. C'est du mépris de classe, ça veut dire qu'on estime que le citoyen est un tube digestif, finalement, qu'il n'est bon qu'à se Netflixiser, qu'à avoir un canapé, un chien, il y a un espace, et finalement ne pas aller au-delà. Donc, à partir du moment où on estime que le français moyen, dont je me revendique et dont je suis, n'est qu'un tube digestif, il ne peut pas comprendre ce qu'il se passe, il est trop con pour anticiper ou comprendre la nation ou l'avenir qui s'offre à nous. Et donc finalement, on ne peut lui donner que la doxa officielle. Et ça, j'ai trouvé, c'était le postulat que j'ai fait. C'est-à-dire être certain qu'il redevient crétin. Au cas où il ne le serait pas, oui, après quelques années de France Inter, il le devient. Oui, vous avez raison, et qu'il le reste. Et là où j'ai appris une chose, et je réponds à votre question, je m'en suis rendu compte, j'étais très très dur avant moi. Je l'ai toujours, mais j'étais très dur sur les gens, parce que je me dis, mais comment c'est possible que les gens ne voient pas ça? Comment c'est possible que les gens ne voient pas ça? Notamment sur les questions de l'Union européenne. Sur ces questions-là, je me suis dit, mais il faut que les gens se renseignent, ça va les impacter directement. Et là où j'ai eu de l'espoir, Charles, c'est quand les Gilets jaunes sont arrivés. Mais moi aussi. Voilà. J'arrive, les Gilets jaunes, je fais les premiers ronds-points au 19 novembre 2018, et je me retrouve à Évreux. Évreux, j'ai fait toute la Normandie, et je me suis retrouvé avec 1000-1500 personnes sur les ronds-points. Et je commence à discuter avec les gens. Et j'avais des gens qui votaient Marine Le Pen, j'avais des gens qui votaient Mélenchon, j'avais des gens qui votaient communistes, et je me suis rendu compte que finalement, ce bon sens populaire est extrêmement intéressant, mais il y avait aussi une grande défiance envers les médias. Ah, complètement. Très très grande défiance envers les médias. La seule radio qu'ils acceptaient, c'était RT. La seule télévision qu'ils acceptaient, c'était RT. Les autres, ils les chassaient. Ah oui, mais aussi il y a eu un traitement des médias Gilets jaunes, on pourra en parler, mais il y a eu un traitement à charge des Gilets jaunes. Et je donne cet exemple assez régulièrement parce que je le trouve assez succulent, voire délicieux. Un jour, un Gilet jaune est pris sur un plateau télé, il a fait 6 heures de manif, il a le crâne embué de gaz lacrymogène, il la récupère, il le prend les Champs-Élysées et il le met sur un plateau d'une grande chaîne info. Et là, il y avait tous les thuriféraires de la pensée unique qui étaient là, qui le regardaient de haut. Il snobait, bien entendu, un gilet jaune, un français moyen, un sans-dents, un gueux, celui qui n'est rien. Et là, ce gars
commence à leur sortir le traité de Bretton Woods. Oui. Et là, stupeur sur le plateau, les caméras fixent sur le gilet jaune et on voit bien que, de façon subreptice, les gens se disent, mais un gilet jaune qui nous parle de Bretton Woods. Et en fait, ça veut dire quoi, cette anecdote qui, pour moi, est assez marrante. Finalement, ce que je me suis rendu compte, que pas tous, mais les Français qui étaient sur les ronds-points, étaient bien informés. Ils se sont réinformés, Charles. Ils se sont réinformés. Ils étaient allés chercher l'information eux-mêmes. Bien sûr, ils se sont réinformés. Ils se sont dit, mais attends, on est en train de faire un truc, donc là, on est paupérisé, on nous traite de tous les noms, de fascistes, de séditieux, de factieux, d'islamophobes, enfin de tout. Pourquoi on en est là? Et certains ont commencé à se réapproprier ce qu'ils avaient laissé finalement, parce qu'on a aussi une part de responsabilité. Il ne faut pas dire, ce sont les autres qui ont tort, enfin, ce sont qui ont... le français a une part de responsabilité. Et là, j'ai eu beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que c'est là que Puig était là depuis 6-7 mois et que j'ai voulu absolument traiter le problème des gilets jaunes, parce que c'était pas les gilets jaunes, c'était le problème de la démocratie qui s'est filochée, le syndrome de la brioche. C'est-à-dire que ça commençait à s'effilocher, s'écharper un peu partout. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est là où j'ai réfléchi. Je l'avais vu, le problème des médias. Mais là, le traitement à charge violent des médias contre les gilets jaunes, des gens qui ne sont jamais allés sur un rond-point, des gens que je n'ai jamais vus en manifestation. Faut-il encore le rappeler? Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, et j'ai voulu comprendre la fracture. Et j'ai réfléchi là-dessus. Et en fait, c'est comme ça que j'ai décliné le problème des gilets jaunes, et j'ai décliné aussi sur tous les sujets. Donc je suis allé, comme d'autres, et heureusement que je ne suis pas le seul, heureusement, vous êtes la preuve, et d'autres médias aussi en sont la preuve, et j'ai voulu décliner ça sur tous les sujets, et prendre le risque d'inviter des gens sur n'importe quel sujet, mais qui sont complètement blacklistés des plateaux télé, et de les recevoir, c'est faire le jeu de on sait qui, le parti de l'étranger, ou désorganiser la nation. Le ventre immonde. C'est exactement ça. Le ventre immonde, qu'est-ce qu'ils ont pu me fatiguer avec le ventre immonde? Non, mais ce que vous dites est extrêmement intéressant. Ça me rappelle quand j'étais jeune, mais il y a bien longtemps. C'était au moment de l'OAS, vous savez, donc au moment d'Algérie. Puis je rencontre un Roumain qui était un copain, et il me dit, ah, mais vous avez quelqu'un de très très bien en France. Alors, je lui dis, ah oui, tiens, raconte-moi. Il me dit, c'est le général Salan. Alors, ça ne dit rien à nos auditeurs, le général Salan, mais c'était le chef du putsch, vous savez, les 4 généraux qui avaient fait un putsch, etc. Donc, c'était un officier qui s'était révolté, c'était quand même un peu douteux. Et je lui dis, tiens, pourquoi le beau Salan? Il dit, parce que la radio roumaine n'arrête pas de nous en dire du mal. Donc, on est dans ce scénario en France. Si la radio officielle dit du mal de quelqu'un, moi, je vais voir qui c'est, parce que ça m'intéresse, en me disant, il doit avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est une façon, dans le fond, de sélectionner les gens qu'on va inviter, vous et moi. C'est de dire, si la radio officielle en dit du mal, il faut absolument l'inviter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un critère de qualité, quoi. Mais très clairement. On est arrivé à ce point de défiance du service public que maintenant, les gens ne veulent plus. Et quand je regarde les sommes qui sont consacrées par le gouvernement au service public ou aux journaux, je ne sais plus combien de milliards de francs vont aux journaux. Je crois que c'est Bill Gates qui a envoyé des chèques de 5 millions d'euros au monde, dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous savez pour qui ces gars-là roulent, c'est pour ceux qui les payent, quoi. Autrefois, la presse était indépendante. Bien sûr. Mais il y a une certaine aussi, quand je parle de la presse, je voudrais quand même préciser mon propos. Quand je parle de la presse, je parle surtout des grands éditorialistes, de direction de chaîne. Dire qu'au-delà de ça, vous avez raison, je partage cette analyse. Mais il y a aussi finalement une endogamie. Ces gens vivent ensemble. Donc, finalement, ils ont les mêmes intérêts. Ah, c'est encore pire, vous pensez qu'ils le pensent vraiment? Ah, moi, je pense qu'ils le pensent vraiment. Ah, moi, je pensais qu'ils étaient juste dégueulasses. Mais non, alors, vous voulez dire qu'ils sont en plus très cons? Moi, oui, je pense vraiment qu'il y a une endogamie. Ils évoluent dans le même univers. Donc ils ont tout intérêt à réprimer intellectuellement, enfin, intellectuellement, je sais pas. Mais comment peut-on être un intellectuel et réprimer intellectuellement les autres? C'est presque impossible. Je veux dire, si vous aimez la pensée, vous savez que la pensée ne peut être que libre. Donc, allez se servir. Vous mettez en place une pensée binaire, c'est-à-dire que vous estimez que tout ce qui est émotion populaire, tout ce qui est populaire, peuple, finalement, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des abrutis, sans dents qui ne comprennent rien, et qui, en plus, peuvent déstabiliser les intérêts en place. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et on l'a vu, regardez, avec les gilets, on l'a vu pour moi et l'Union européenne. Et dans mon livre, Le grand errement des médias, j'explique pourquoi ces médias, finalement, ont trahi
trahi pour moi pendant 30 ans une partie du peuple français, les Français, et pourquoi ils l'ont fait. Et ça, il y a eu l'Union européenne, rappelez-vous, on ne pouvait rien dire, qu'on soit pour ou pas contre l'Union européenne, peu importe. Mais les débats ont toujours été viciés. 92, Maastricht, vous avez 2005, le traité constitutionnel, 2008, traité de Lisbonne, voté même pas fait passer par Sarko vite fait devant contre la volonté populaire, puisque 53% contre le traité constitutionnel. Ce qui est un vrai scandale. Ça, c'est une vraie forfaiture, ça, de la part de Sarkozy. Mais les médias y ont participé, Charles. Complètement. Les médias mainstream y ont participé. Ils ont tous dit c'est une très bonne chose de reprendre, parce que l'Union européenne, ça peut être que bon. Et donc, vous avez un certain nombre de sujets qui sont devenus en quelque sorte des sujets sur lesquels on ne peut pas ne pas être d'accord, sinon on est exclu. Exactement. Donc, vous avez l'Europe. Oui, l'Union européenne. Maintenant, il y en a un nouveau qui est apparu, qui est le Covid. Oui, alors là... Ça, c'est un autre, je comprends. Là, c'est la fin de la bobine, là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils sont tous remontés comme ça sur le Covid. Il faut pas en parler parce que ça va être bloqué. Hein, oui. Donc, il faut faire très attention. Donc, vous avez... Qu'est-ce qu'on a aussi dont on ne peut pas parler? Oui, la Russie est en train de devenir très méchante. Oui, la Russie... Oui. Très, très méchante. Vous avez des liens avec l'Est, non? Ah oui, bien sûr, j'ai une partie de mes racines, de mon sang qui est du côté de Katowice et en Pologne, donc je connais bien. Donc vous, en tant que Polonais, vous devriez penser que la Russie est toujours méchante. Ah ben moi je ne suis pas aussi binaire, voyez-vous, je réfléchis, j'essaie de comprendre. Un exemple, je vais vous donner un exemple formidable. Allez-y. Journal Le Monde. Le Monde, je le lisais avant béatement, benoîtement, toujours. J'étais étudiant, il y avait un petit côté un peu intello que j'aimais bien, que j'ai pas trop longtemps cultivé tout de même. Et un jour, je lis un article sur la Hongrie. Et j'ai lu mais des choses horribles, le Jobbik, des gens qui défilent à Budapest avec des bottes, avec des fausses croix gammées, enfin de l'Europe, quoi. Je me suis dit, alors, Budapest, 1500 km de chez moi, il y a des choses qui se passent, je suis pas au courant, je vais aller voir parce que c'est pas possible. Donc je lis 3-4 articles comme ça. Donc je me dis, je vais aller en Hongrie. Parce que le journaliste de terrain, il essaye d'aller en Hongrie, il va en Hongrie, mais avant, il essaye de s'approprier l'histoire du bloc de l'Est. Parce que c'est ça, le fond, le bloc de l'Est, comprendre les pays. Parce que dire la Hongrie est libérale, la Pologne est libérale, oui, mais t'as dit ça, mais t'as rien dit. Donc je me dis, je vais aller en Hongrie. Donc je vais en Hongrie, j'arrive à Budapest. Je me balade, je vois pas de Jobbik, je vois pas de gens avec des moustaches, je vois pas des gens avec des rangers. On nous dit qu'il y a des gens qui sont poursuivis dans les villages hongrois. Je dis, c'est pas possible. Donc je prends ma voiture, je me dis, bon, je vais tourner. Donc je suis allé au sud, je vais à la Pête, je suis descendu au sud, je remonte au nord, je ne vois rien de tout ça. Je ne vois rien de tout ça. Et je me dis, typiquement, c'est l'exemple phare de ce que le traitement médiatique fait passer pour un pays comme la Hongrie, comme la Pologne et d'autres. Vous avez parlé de la Russie, mais voilà. Et je me suis dit, et là je me suis rendu compte, je le savais, mais le fait d'aller sur place et de me rendre compte l'énorme précipice, la fosse abyssale qu'il y a entre le traitement d'un grand journal français et la réalité sur le terrain, où manifestement le journaliste qui a écrit ça ne connaît absolument pas la chute du bloc de l'Est, ne connaît absolument pas ce qu'est la Hongrie, encore moins la Pologne, je me suis dit, voilà le journaliste. Et ça a été les prémices du fait que je lance quelque chose comme Putsch, parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut casser les codes, et il faut surtout essayer de rééquilibrer les choses, mais ça demande, Charles, pour les journalistes, du travail de fond. Donc les plateaux télé, c'est bien, mais le travail de fond... Et beaucoup de courage, et presque du courage physique, parce que, si j'ose dire, vous n'êtes plus invité dans les dîners en ville avec vos copains, parce que d'un seul coup, vous devenez un petit peu vous sentez le souffre, vous voyez ce que je veux dire, Donc, penser par soi-même, c'est automatiquement s'isoler. Et l'isolement, c'est pas agréable, on préfère être en groupe. Ah oui, mais on chasse en meute. Il y a une vieille maxime qui dit on chasse toujours en meute. Mais pas les loups. Ah non, pas les loups. Les chiens, oui, mais pas les loups. Oui. Donc devenir un loup, c'est difficile dans un monde de chiens. Bien oui, c'est compliqué. Mais moi, j'essaie déjà d'être journaliste, alors je veux pas jeter la pierre. C'est-à-dire un vrai journaliste, c'est ce que dit André Berkoff, qui fait toujours rigoler. Oui. Il dit, les journalistes, on les reconnaît les vrais et des faux, parce que les faux, ils ont la marque du collier autour du cou. Exactement, oui. Sur lequel on tire sur le... C'est ce que dit souvent André, on en a souvent discuté avec André là-dessus, et il a assez raison. Et moi, j'ai été frappé là-dessus, et effectivement, et ce qui est terrible aujourd'hui, et on en a parlé, on parlera c'est l'accusation. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions toute la symphonie des ismes. Ah oui. Alors, pendant les Gilets jaunes, l'Union européenne et les Gilets jaunes, c'était le populisme, le nationalisme, le patriotisme mal placé, la guerre. La guerre, c'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre. L'Europe nous a protégés de la guerre. Bon, les Gilets jaunes, pareil. Les Gilets jaunes, ça a été absolument pareil. Absolument pareil. Et maintenant, ils ont trouvé dans leur boîte à outils le nouveau mot. Ah oui, c'est quoi ? Complotiste. Ah oui, complotiste. Ah ben oui, le complotiste. Donc on est là-dedans. Donc pour discréditer la pensée extérieure à la doxa, à la parole officielle, c'est du complotisme.
c'est absolument du complotisme. J'ai envie de poser la question aux censeurs de ce pays, c'est le journaliste, à quel moment il est complotiste? Parce que le journaliste, il pose des questions. Il pose des questions. Nous posons des questions. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Voilà. Et est-ce que ne pas poser les bonnes questions, ce ne serait pas du complotisme? Ouais, peut-être. Oui, je veux dire, c'est que vous faites partie d'un complot, mais que vous n'êtes même pas capable de le reconnaître. Peut-être. Et ça, il me semble, à mon sens, à mon humble avis, que c'est vraiment des questions importantes. Et quand vous avez, sur le sujet sanitaire, pour ne pas dire autre chose, une célèbre directrice de chaîne info qui a dit récemment dans un congrès, une conférence à la BNF, que finalement, cette chaîne-là était allée dans le sens de la parole officielle pour ne pas désagréger le consensus social, vous comprenez l'ampleur de la tâche qui nous incombe aujourd'hui. Mais vous vous souvenez de ce que disait Sartre, qui était parfaitement au courant de toutes les saloperies qui se passaient en Union soviétique, mais qui ne voulait pas les dénoncer pour ne pas désespérer Billancourt. C'est-à-dire que maintenant, le rôle du journaliste tel que je le comprenais, c'était d'abord de rechercher les faits, puis de les exposer, et le cas échéant, si c'était Raymond Aron ou Revel, de nous expliquer ce qu'il fallait faire ou comment les traiter. Ouais, je veux dire, mais ça commençait par les faits, puis ensuite par la mise à jour des faits. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de nous expliquer ce qu'il faut penser. Exactement. Et pas du tout quels sont les faits. Non, les faits, ça c'est... Et ce qui fait qu'on est arrivé à un phénomène qui me laisse absolument pantois, moi, c'est maintenant il y a des faits de gauche et des faits de droite. Mais, moi, dans ma jeunesse, il y avait des faits. Ah oui, les faits, oui. Les faits, mais... C'est factuel. C'est factuel. Mais maintenant, si je dis un fait, on va me dire, tu es un suppôt de la droite. Je leur dis, bah, attendez une seconde. Pourquoi? En quoi un fait peut-il être de gauche ou de droite? Comme la réalité... Ça ne peut pas être de gauche ou de droite. Il n'y a pas une réalité de gauche et une réalité de droite. Non, c'est le traitement qu'en est fait. C'est le traitement qu'en est fait. Bien entendu, c'est le traitement qu'en est fait. Et ça, c'est un péril. Moi, je suis très grave là-dessus parce que je trouve que c'est un péril pour la démocratie. Parce que énorme. Comment voulez-vous gouverner un pays si on n'est pas d'accord sur ce qui se passe? Et puis surtout, Charles, c'est-à-dire que nous avons perdu dans ce pays, et je crois à juste titre, déjà la crédibilité de la parole politique, d'une part. Et ça fait un petit moment, d'accord? Parce que je pense que les élites se sont affaissées intellectuellement, culturellement. Je pense qu'il y a eu un affaiblissement manifeste de nos élites, manifeste. Mais vous savez, pour une raison assez simple, vous avez parlé d'endogamie tout à l'heure, c'est que j'ai lu quelque part il y a quelques années, mais ça n'a pas dû changer, que Sciences Po, l'ENA, Polytechnique et HEC, je crois, sortaient en moyenne de 40 jardins d'enfants à Paris. Oui. C'est-à-dire que la quasi-totalité des gens qui font ça sortent de 40 gens. Donc, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Donc, ils pensent tous pareil. Et une pensée unique est une pensée faible. Une pensée qui n'est pas compétitive, qui n'est pas soumise à la compétition, est une pensée qui ne vaut pas, qui va à peine d'être écoutée, quoi. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Et en plus, moi je l'explique, une fois, je le répète, je l'explique parce que c'est une forme d'endogamie dans un monde qui n'a pas intérêt à bouger. Et aussi cet affaiblissement culturel et intellectuel de ces élites-là, c'est qu'elles ont perdu, pour moi, de vue notre... Vous savez, de ce vivre ensemble dont on parle. Et surtout de la nation. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Quel est l'intérêt national ? Bien sûr. Et ils l'ont perdu de vue. Et tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la nation, au patriotisme, au fait de vouloir ensemble, de faire nation ensemble, est une forme finalement de tumeur qu'il faut brouiller. Et là-dessus, je crois qu'ils ont mal vu l'histoire parce que finalement, ça ne peut avoir que du court terme. Parce que si à un moment donné, vous perdez la légitimité de la parole politique, la parole des intellectuels, ou certains, la parole médiatique, et maintenant c'est la parole médicale. La disparition des intellectuels, parce que moi quand j'étais jeune, vous aviez Sartre, Raymond Aron, vous en aviez 25, Revel, Jouvenel, enfin Camus, je choisissais, il y avait des... Et puis, aujourd'hui, pour la première fois, mettons l'histoire de France, c'est 1000 ans, allez, pour la première fois en 1000 ans, il n'y a plus un seul grand intellectuel français. C'est la première fois que je vois ça dans l'histoire, si vous voulez. La France a toujours été, c'était un pays d'intellectuels, et on sortait des espèces de géants, génération après génération. Elle était structurée comme ça dans son histoire. Et elle était structurée, et ils étaient capables. Et aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de France, il n'y a plus un seul grand intellectuel. Il y a des espèces de diffuseurs de culture de bas étage, du style BHL ou n'importe qui, mais il n'y a plus le géant qui est traduit dans toutes les langues et qu'on voit sur toutes les bibliothèques universitaires ensuite pendant 3 siècles, quoi. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à notre peuple pour que
Ils sont toujours là, les intellectuels. Je suis certain qu'ils sont là, mais comme vous le dites, ils sont enfermés dans une tour dans le Vaucluse, et ils sont tout seuls. Personne. Je vais parler de Michéa, par exemple. Michéa qui n'apparaît jamais, qu'on pense ou pas du bien de Michéa. C'est typiquement un mec très brillant. Et qui ne se met jamais dans la... Jamais, et alors, il n'est pas invité parce qu'il ne veut pas y aller ou je pense que c'est un peu les deux, Michel. Alors, il répondra peut-être à ma place, mais je pense que c'est un peu les deux. Mais je veux dire par là, vous avez raison là-dessus. Mais Renaud Camus, c'est pareil, si vous voulez. Lui, il est dans l'autre angle, mais exactement, lui aussi. Mais d'abord, il écrit un français superbe, ce qui est assez rare de nos jours. Et puis ensuite, il a eu quelques concepts qui étaient intéressants, donc c'est peut-être un type qui avait des choses à dire. Mais c'est l'abrutissement généralisé. Mais l'abrutissement généralisé qui se passe par, dans le fond, l'énucléation des grands intellectuels dont on sait qu'ils sont là, mais qu'on ne fait pas sortir, en quelque sorte. Bien sûr. Je vous ai dit, moi, j'aime bien ce terme. Moi, je pense qu'on les a vraiment excommuniés, ces gens-là, et qu'on ne les fait absolument plus parler, parce que cet affaiblissement culturel de nos élites ont perdu de vue une nouvelle fois la nation. Parce que je pense qu'il y a eu aussi, vous l'avez dit, il y a une formation probablement de nos élites, aujourd'hui, qui pose de vrais problèmes. Et puis, il y a une espèce de mondialisation qui a rarifié la pensée, qui l'a même rendue aride, et que des intérêts supérieurs personnels convergents dans une élite, qu'elle soit publique ou privée, on parlera peut-être des pantouflages, rétro-pantouflages, fait qu'à un moment donné, les élites, une partie de nos élites, ont abandonné le peuple et en font même un ennemi. Donc que reste-t-il aujourd'hui à des millions de Français? Regardez, le vote, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on a une alternance unique. Tiens, je reprends Michel pour une fois, une alternance unique. Hein, et finalement, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste la rue, il leur reste peut-être les nationales, les départementales, si jamais la famille. La liberté, voilà. Il leur reste plus rien. Il ne leur reste plus rien. Ils n'ont plus d'espoir en rien. C'est-à-dire que là, ils n'ont plus de vision du futur. Ils n'ont plus de vision du futur. Et puis surtout, ils sont de plus en plus paupérisés, de plus en plus précarisés, et ils sont dans une insécurité culturelle et une insécurité nationale aussi. Voilà, dans les faits de la rue, dans les faits de la violence, et dans les faits aussi de perdre ce qu'ils sont, et aussi à un moment donné, j'aime beaucoup ce livre de Bérénice Levé là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui me paraît avoir beaucoup de talent, et elle écrivait un bouquin là-dessus en disant que tout le monde est enraciné, même qu'on ne le veuille ou pas, on est enraciné. Même le jeune qui dit « je suis un citoyen du monde », à un moment donné, il est enraciné de quelque chose. Et quand on a voulu déraciner les gens pour en faire des consommateurs, pour faire tourner la grande machine mondialisée, finalement, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a un retour de bambou. Et ce retour de bambou, c'est ces millions de Français aujourd'hui qui sont en train de se rendre compte, de s'éveiller et se dire « on est en train de nous voler notre art de vivre ». Notre pouvoir d'achat, aussi essentiellement, c'est le plus important. Et on est en train de nous voler notre pays, nos libertés et notre façon de penser librement, notre art de vie, la française. Et donc maintenant, on a ces médias, cette classe politique qui dit « oui, vous comprenez pas, nous avons dans ce pays des millions de gens qui ne comprennent absolument rien, qui sont violents, qui mettent en cause notre République, en cause notre démocratie. Le jeu démocratique doit permettre de pouvoir gérer cela. » Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme offre politique qui permet aux gens de s'exprimer? Donc, vous êtes en train de dire que cette classe politique... à laquelle vous faites allusion, technico-administrative, qui sévit aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, parce que c'est la même. Ce qu'elle a fait, c'est que dans le fond, elle a conquis le pouvoir politique, elle le garde de façon non démocratique, et elle espère que ça peut bien se passer. Donc on organise des espèces de simulacres d'élections, et que ces simulacres d'élections, comme on l'a bien vu, que vous élisiez Fabius ou Juppé pendant 40 ans, ça n'a fait aucune différence. C'était les mêmes, c'était pareil. Maintenant, on a mis Fabius au Conseil constitutionnel, où il a été rejoint par Juppé, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et ils ont une caractéristique commune, c'est les seules cours constitutionnelles dans n'importe quel pays au monde où les principaux personnages ont des casiers judiciaires. Exactement. C'est quand même étonnant de mettre, comme dans la cour principale, des gens qui ont des casiers judiciaires. Je trouve ça stupéfiant, moi, mais personnellement. Donc, pour être président de la Cour constitutionnelle... Et qui sont chargés de protéger notre Constitution. Ils sont chargés de protéger notre Constitution, alors qu'on voit qu'il y a, dans le passé, ils ont fait des boulettes. Bon, donc... Et alors, ce qu'ils essayent de faire, c'est que, depuis la Révolution française, on était arrivé à une espèce de consensus, un peu partout, que le souverain, c'était le peuple. Le souverain, quand on a coupé la tête de Louis XVI, on a dit, bon, c'est plus Louis XVI, c'est le peuple. Bon. De Gaulle le disait, en France, la Cour suprême, le peuple. Le peuple. Là, on n'a pas besoin d'un tribunal constitutionnel. Ouais. Et ce qu'on voit très bien, la manœuvre qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de remplacer le souverain par la loi dite par des tribunaux qui sont faits de gens comme eux. Donc on a une espèce de mouvement extraordinaire qui dit vous n'avez plus besoin d'aller voter, maintenant c'est les juges qui vont s'occuper de tout. Les juges européens, la Cour, essentiellement la Cour européenne de justice, etc. Et donc on est en train d'assister à un lent coup d'État qu'on voit se dérouler très très bien pour enlever au peuple sa souveraineté
On a commencé par essayer d'enlever son identité avec beaucoup de succès. C'est contre ça que gueulent les pays de l'Est d'ailleurs. Et maintenant, on veut remplacer le souverain en disant non, le souverain, non, c'est pas les Français. Le souverain, c'est le droit international. Et quand cet animal de Macron dit qu'il veut introduire l'avortement dans la Constitution européenne, ça veut dire que c'est une façon pour lui de dire, dès le moment où ce sera dans la Constitution européenne, on ne pourra plus l'attaquer en France. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est une façon de déterritorialiser une partie importante de la souveraineté des Français. Je ne parle pas de l'avortement. Je dis le droit de voter pour ou contre l'avortement, ça reste le droit du souverain, s'ils le veulent. C'est un truc. Donc, je veux dire par là, c'est qu'on assiste aussi à un déplacement du souverain. On est en train politiquement, on est en train d'essayer de nous faire croire que la loi peut remplacer le peuple. Bien sûr. Mais qui fait la loi? Mais depuis une instance supranationale. Ben voilà. Depuis une instance supranationale. Oui, d'ailleurs, justement. regardez qui fait la loi. Ben, par exemple, aujourd'hui en France, et ça fait un petit moment, entre 70 et 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée, enfin quand ils sont là à l'Assemblée, parce que souvent ils sont pas là, il y a beaucoup quand même d'absentéisme à l'Assemblée. Que ça sert parce que ça sert à rien. Voilà. C'est une émanation de Bruxelles. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Et une nouvelle fois, le simulacre ou la mascarade ou le théâtre démocratique, je le répète, on parlait d'abstention, on avait encore le contre-pouvoir, ou du moins le contrôle de l'exécutif par nos députés, qui sont élus du peuple, bien entendu, c'est eux qui sont des mandats, qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez des lois sur le pass sanitaire et l'autre, vous avez, quand vous regardez les débats à l'Assemblée nationale, 10, Charles, 12. vous êtes, et vous avez même pas un tiers, souvent, des gens qui votent. Donc finalement, c'est en train de partir en vrille, et là où il y a une énorme erreur de nos élites, moi, c'est mon analyse, je pense qu'ils se sont dit, il y aura mondialisation heureuse. Donc, si les gens ont à bouffer, ont du Coca-Cola, ont une télé, et ont tout ce qui pourrait... Une voiture, et ils peuvent se promener. Eh ben, ils fermeront leur gueule. Mais la réalité, c'est que c'est une mondialisation malheureuse. Donc les gens se sont paupérisés. Et ils y ont cru, les gens. Ils y ont cru. Ils ont pensé que finalement, ils pourraient accéder au crédit conso. Vous le savez, vous connaissez mieux ces sujets que moi. Et finalement, ils se sont énormément endettés. Ils se sont énormément appauvris avec une baisse formidable du chômage, avec des délocalisations. Ils se sont retrouvés nus, gros gens comme devant. Et ils se sont dit... À quel moment on nous l'a fait? À quel moment on nous l'a fait? Mais là, je regarde, si vous voulez, parce que je connais quelques pays européens, et des pays comme la Suède, l'Allemagne, l'Autriche et la Finlande ne sont pas appauvris pendant cette période. Parce que ce qui s'est passé en France, c'est que on a donné à l'État français la possibilité de s'endetter en s'appuyant sur le bilan de l'Allemagne. Donc, vous pensez bien toujours l'Allemagne. Toujours l'Allemagne. Vous pensez bien que si vous donnez la clé de votre cave à un sommelier alcoolique, il ne va pas vous rester beaucoup de bouteilles. Ben, c'est ce qu'on a fait. Donc on a donné aux classes politiques françaises la politique. Donc ils ont permis la croissance des dépenses de l'État, qui était de 30% sous De Gaulle à 60% aujourd'hui. Je vous signale qu'on est resté à 30% en Suisse, par exemple. Et ce qui a ruiné la France, c'est cette hausse des dépenses de l'État. Tous ces gens qui ont payé, finalement, à ne pas faire de travail compétitif, quoi. On les mettait. Et les pays où ça ne s'est pas passé, il n'y a pas eu cet effondrement du niveau de vie. En Suède, il n'y a pas eu d'effondrement du niveau de vie. En Autriche, en Suisse, la Suisse n'en parlons pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est... Il ne faut pas croire que c'est la globalisation qui nous a tués. Ce qui nous a tués, c'est la possibilité pour les élites françaises d'emprunter. Oui, et pourquoi c'est ce qu'ont fait les élites françaises de la globalisation en France. En France, ils se sont servis de la possibilité d'emprunter pour acheter des voix depuis 30 ou 40 ans. Et maintenant, on arrive à la fin, on n'a plus de possibilité de s'endetter. Non, mais comme vous avez, par exemple, sur l'idée, on a quand même, quand vous avez des Bruno Le Maire, des gens qui nous répètent qu'on va relocaliser et que quand vous commencez à aller fouiller dans les licenciements à peu près partout en France, mais c'est absolument monstrueux le nombre de licenciements, de grèves qui sont devant. Et par exemple, moi j'entends souvent ça, mais je me suis rendu compte qu'en allant notamment sur les piquets de grève dans les entreprises, j'étais pas forcément de gauche au début, vraiment, mais je me suis rendu compte avec les Gilets jaunes et puis ensuite que c'est des gens qui étaient, quelqu'un qui est ouvrier dans l'industrie, son industrie c'est sa maison. C'est sa seconde maison. Donc, c'est pas forcément des gens... Ils ont été trahis, finalement. Ils ont été trahis à nombreuses reprises. Et cette désindustrialisation aussi a fait beaucoup, beaucoup de mal à la France parce que la France a été ouverte aux 4 vents. Mais je peux vous expliquer pourquoi elle a eu lieu. C'est que la rentabilité du capital industrie, quand vous faites de l'industrie en France, est la moitié, c'est grosso modo la moitié de ce qu'elle est en Suisse. Donc, si vous voulez, si vous augmentez sans arrêt les impôts sur ceux qui bossent, et si vous payez les gens à ne rien foutre à côté, il ne faut pas s'étonner si l'industrie disparaît et le chômage augmente. Vous voyez, ça me paraît... Donc, encore une fois,
on est en train d'essayer de tuer le mauvais cochon. Je veux dire par là, le problème, ça n'est pas la mondialisation, parce qu'il y a des tas de pays qui ont été mondialisés, encore une fois, en Finlande, en Suède, partout, ça marche plutôt bien. C'est la façon dont les élites françaises se sont débrouillées pour organiser le pillage des ressources françaises grâce au marché financier et grâce à l'endettement que leur permettaient les taux d'intérêt bas autorisés par l'Allemagne. Donc, c'est pas le système extérieur qui nous a tués, c'est la façon dont notre système intérieur a capturé le système extérieur pour s'enrichir lui au détriment des Français. Bien sûr. Là, donc c'est les élites françaises qui sont responsables de notre désastre. Ah oui, mais ça, c'est pas les Chinois, c'est pas les Américains, on est assez cons pour le faire ça tout seul, quoi. Ben, on a vu qu'on a quand même Emmanuel Macron et d'autres ont quand même dépecé la France. Mais littéralement dépecé. Alstom et d'autres, on a dépecé la France. Regardez ce qu'ils ont fait à EDF, enfin, ils devraient tous être en prison. Le fameux projet Hercule notamment. Mais je veux dire par là, c'est que l'idée de fond, c'est que je pense que ces élites-là ont pensé que la mondialisation serait heureuse et on comprend non, c'est ce qu'elles ont vendu. Est-ce qu'elles ont vendu? C'est ce qu'elles ont vendu. Mais si elles avaient anticipé une telle précarisation de la classe, je parle de classe moyenne, hein. Je parle de classe moyenne, vraiment, je parle des classes moyennes. Et de la province. Et mais à quel moment ils ont pensé que ça allait tourner cette histoire encore 10-20 ans? Non, c'est qu'ils pensaient, eux, ils pensaient, si vous voulez, qu'on allait sortir de l'industrie, que c'est de la saloperie. La saloperie, vous savez, on avait les mains noires, et puis on sentait mauvais quand on était dans l'industrie parce qu'on travaillait physiquement ou j'en sais rien. Et qu'on allait remplacer ça par des services et de la recherche et des trucs. Du tertiaire. Du tertiaire. Et ben, quand le Covid a frappé, on s'est rendu compte que les deux industries dominantes en France, c'était finalement les avions, plus personne n'a voyagé, donc... Et deuxièmement, le tourisme, plus personne n'a voyagé, donc reboom. Ouais. Donc, grosso modo, ils nous ont spécialisés dans deux secteurs, les transports et le tourisme. Et ben, on se retrouve comme Venise quand le pouvoir est passé de la Méditerranée à l'Atlantique. On devient un pays de bronze-cul. Oui, mais bien sûr. Mais c'est assez vrai, c'est assez imagé, mais je le pense véritablement. Et là, vous avez bien sûr cette chape de plomb médiatique qui continue à montrer du doigt les Français moyens, parce que c'est eux les victimes. Ce sont eux les victimes. Et quand on dénonce la violence, je me dis, mais la violence aujourd'hui, elle vient de ces élites qui ont trahi ces millions de gens. Qui ont trahi, millions de gens et qui les prennent aujourd'hui pour des pauvres cons, parce qu'il faut le dire, c'est des pauvres cons. On se rappelle de la phrase de Sarko, ils les prennent pour des pauvres cons. Mais bien sûr, des gueux, et ça, c'est pas acceptable. Mais non, je vais vous donner un exemple. Je connais bien une personne à côté d'Avignon, donc là où j'ai une maison, qui s'est fait écraser par un poids lourd quand elle avait 17 ans, elle en a 45 ou 50. Maintenant, et donc elle a eu des indemnités, je crois, de 600 ou 700 euros par mois comment on appelle ça, d'invalidité de la vie. Bon. Elle vient de se marier. Donc, son conjoint a quelques ressources. Eh bien, on lui a diminué sa pension d'invalidité de 300 euros. Parce qu'elle s'était mariée. Oui. Bon, je veux dire, mais ils veulent quoi, que les gens restent dans la précarité, qu'ils ne se marient pas, Si vous voulez, si on punit les gens qui essayent de faire des familles normales, de s'appuyer l'un sur l'autre, et si on favorise ceux qui, dans le fond, ne font rien et vivent tout seuls et comme des rats. Donc il y a aussi une espèce de... On a changé les valeurs complètement. Très clairement. Mais ça a été accéléré avec Emmanuel Macron. Rappelez-vous, la Startup Nation. Oui. Emmanuel Macron nous fait de on la commence formation. Aujourd'hui. Mais vous pensez que quelqu'un qui a boulonné pendant 30 ans de sa vie va passer par une formation, il va se retrouver à faire des stories sur Instagram. Alors j'exagère peut-être, mais à un moment donné, le travail, c'est quand même une perspective et c'est surtout un patrimoine, un savoir-faire et une transmission. Et Emmanuel Macron disant Startup Nation n'est pas que lui, il n'est que finalement l'espèce de renégat de cette théorie que j'estime comme fumeuse. Il vous dit, bon, on va faire la formation, vous allez voir les gens traverser la rue, vous allez trouver du boulot. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a des gens aujourd'hui, alors on pourrait discuter 3 heures là-dessus, il y a l'éducation, il y a la formation beaucoup plus jeune, l'éducation, l'émancipation, l'école, parce que ça, c'est un effondrement aussi total. Total. Et on paye aussi ça aujourd'hui. On paye aussi ça. Et on paye tellement de choses qu'aujourd'hui, par contre, au lieu d'essayer de boucher les brèches, et non, on continue dans la folie, on nous parle de Startup Nation, on nous parle de ci, on nous parle de BPI, on nous parle de... Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, et vous continuez à aller dans le mur en klaxonnant,
mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et maintenant, vous ne pouvez pas reprocher aux gens qui aujourd'hui se posent des questions de leur dire « Ah ben vous êtes trop cons, de toute façon, maintenant on ne se pose plus de questions. Si vous ne bossez pas, l'allocation chômage, on va la baisser. » Bien sûr qu'il y a des gens qui profitent du chômage, faut-il le rappeler, mais il y a aussi des gens qui ont été... Voilà. Il y a des gens qui ont été virés, on les a rien demandé, ils ont été virés, ils se retrouvent au chômage dû. Donc c'est pas possible, la Startup Nation, ça ne marche pas, et je ne crois pas que ça soit envisageable. Et puis la Startup Nation, c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que c'est tout dans l'immédiat, on essaye de déstructurer, vous l'avez dit tout à l'heure sur ce sujet-là, mais on essaye aussi de déstructurer la famille, on essaie de déstructurer l'individu. On ne veut plus que les gens soient citoyens, parce que s'ils sont citoyens, ça veut dire qu'ils ont encore du libre arbitre. Et s'ils sont libre arbitre, ils réfléchissent, ils se posent des questions. Donc ces gens-là, ceux qui continuent à résister, qui sont encore, eh ben eux, c'est des complotistes. Et cette idée-là de la destruction totale, je pense qu'il y a une volonté de ces élites-là de détruire tout ce qu'ils peuvent détruire et finalement ubériser la société. Mais vous n'avez pas de boulot, mais faites votre boulot. Comment ça, faites votre boulot? Ah ben oui, vous faites Uber, vous faites Deliveroo, vous livrez. Je vous donne un exemple. J'ai une maison dans le sud et un jour je me suis retrouvé à faire une commande près de Montpellier. Ah ben je suis pas loin. Voilà, et je me suis dit, là on vient de basculer. Un jour nous commandons, je ne le fais pas, mais on commande, la livraison arrive. Et j'ai été étonné parce que la dame en question nous appelle et dit « Je suis devant chez vous ». D'accord? Je sors et devant chez moi, il n'y avait rien. Je m'attendais à voir un camion réfrigéré, quelque chose, vous voyez. Et là, non, en fait, ce que j'avais devant moi, c'était une dame d'une cinquantaine d'années, 55 ans, qui, avec sa voiture personnelle, venait vous livrer les courses qu'elle avait préalablement récupérées à votre place dans le supermarché. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la dame nous a expliqué, elle avait une application et tout le matin qu'elle se levait, elle avait une série de commandes qu'elle pouvait refuser ou accepter. C'est une véritable ubérisation de la vie privée. C'est un éclatement absolu de nos valeurs, de la valeur travail. C'est-à-dire que les gens sont dans la précarité et la question, c'est si tu fais pas ça, tu crèves. C'est ça, cette question. Et cet exemple m'a énormément choqué. D'ailleurs, j'ai plus du tout commandé pour le coup. Je suis allé moi-même, pour le coup. Et maintenant, dans mes commerces locaux, je vais pas faire mon bobo éco-responsable, mais maintenant, c'est vrai que j'essaie de faire vivre le commerce local, mais peu importe. Et je me suis dit, même dans des villages reculés, l'Hérault, on se rend compte qu'ils sont même là, ils ont mis l'ubérisation. Même là, les gens sont tellement dévastés, ils n'ont tellement plus de moyens qu'ils sont prêts à accepter pour 5 balles de faire des livraisons à droite à gauche et d'aller à la place des gens pour livrer les courses. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je me suis dit là, on vient de basculer parce que si c'est maintenant dans les petits villages français, mais on tue tout. C'est le Karcher, pour pas reprendre la belle expression de Valérie Pécresse, du Karcher en stock qu'elle avait au fond de sa cave, qu'elle a repris à Nico Sarko. Mais à l'époque, on n'avait pas eu le Karcher, on avait eu le Kouchner. Oui, on a eu le Kouchner, effectivement. C'est une phrase, effectivement, souvent que je me remémore. Mais c'est un changement de paradigme fondamental. Parce que maintenant, les gens sont tellement à la rue, voilà, les gens sont tellement aux abois qui sont prêts à prendre n'importe quoi. Et finalement, c'est une société qui plaît plutôt aux Macron Boys, aux Mormons d'ailleurs, qui entouraient Emmanuel Macron pendant un certain temps. Finalement, on va tout ubériser. T'as pas de boulot? Mais invente-le ton boulot. T'as une appli, prends une appli, va faire. Et ça, c'est plus possible parce que c'est un changement de civilisation, de société. Et je crois que les gens se sont éveillés en quelques millions parce que c'est la précarité qui les a éveillés. La précarité les a éveillés et le fait de ne plus avoir suffisamment d'argent, c'est les gilets jaunes, ils se sont dit, mais on n'a plus d'argent, mais pourquoi? Et je pense que certains aussi se sont posé la question et ont commencé à reprendre en main leur destin, mais pas suffisamment, parce que le jeu démocratique dans ce pays est une véritable mascarade. C'est vrai. Alors, je tiens à dire aussi autre chose, puisque je passe une partie de ma vie à l'étranger, et surtout j'ai passé les 2 tiers de ma vie à l'étranger jusqu'ici, il y a quelque chose qui se passe que je n'avais jamais vu avant, c'est que vous allez à Hong Kong, quand je suis parti à Hong Kong en 2001 de Londres, il y avait à peu près 5000 Français. Aujourd'hui, il y en a 20 000. Vous allez en Californie, vous avez des ingénieurs français dans toute la Silicon Valley. Vous allez à Miami, il n'y a que des commerçants français. Vous allez à Montréal, sur le plateau, il n'y a que des Français. Sur le plateau, il n'y a que des Français. Donc vous avez grosso modo, vous avez des Gaulois partout. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de France, que les Gaulois s'exilent. Ils ne sont pas exilés au 19e, parce que ils vivaient bien en France quand même. Et donc, on perd un petit peu tous nos entrepreneurs, ou futurs entrepreneurs. Parmi de ceux-là, il doit y avoir un Bernard Arnault qui a dit 20 ans et qui sera le prochain, mais qui le fera je ne sais pas où. Donc, il me semble que, à force, si j'ose dire, d'importer des bacs -7 et d'exporter des bacs +7, on va finir par se vider de ce qui pourrait reconstruire la France, quoi. Donc ça aussi c'est un drame, et ça on n'en parle jamais. On n'a même pas de statistiques sur le nombre d'émigrés français et sur leur qualification. Bien sûr. On le sait pas.
On ne sait pas. On vous calcule les entrées moins les sorties. Mais attendez, c'est pas la même chose qui rentre et qui sort. Donc il me semble qu'il faudrait aussi avoir les chiffres. Et on ne réussit pas à avoir les chiffres. Donc moi, on parlait des faits tout à l'heure. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que pour réfléchir, j'ai besoin de m'appuyer sur une réalité. Mais on ne me fournit pas, le service statistique ne me fournit pas les outils dont j'ai besoin pour réfléchir. Et donc, à ce moment-là, vous partez dans le délire, quoi. Mais très clairement, regardez un exemple pour corroborer ce que vous dites, notamment sur la crise sanitaire. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont cadres moyens de sup ou cadres moyens, qui aujourd'hui m'ont dit, si ça continue comme ça en France, je me casse, je me barre. Je veux pas vivre dans un pays où les libertés sont reniées. Je veux pas que mes enfants soient vaccinés sans qu'on sache ce que ça va leur faire. Exactement. Et ils me disent, moi, je suis prêt à partir. Pourtant, et ça, vous avez raison, c'est une matière grise qui est difficilement calculable. Et c'est aussi notre patrimoine. C'est aussi notre essence de ce pays-là. Et il est en train de s'attaquer parce que mais par contre, ça crée une énorme discrimination. Bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui est insupportable. Mais ça veut dire que ceux qui ont peu d'argent, Charles, ils peuvent partir, mais ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont rester sur place. Ils vont rester S'ils ont une famille, oui. S'ils sont tout seuls, ils peuvent partir. J'en ai vu connu. Pas d'argent, ils vont rester sur place. Aller vivre en Espagne, aller vivre au Canada, aller vivre, peu importe. Mais je veux dire par là, c'est que effectivement, une nouvelle fois, on est dans la ségrégation. Donc ceux qui ont du pognon, ils pourront s'extraire de ça. C'est pas tellement le pognon, c'est ceux qui parlent l'anglais ou qui parlent pas l'anglais. Oui. Ceux qui parlent pas l'anglais, c'est râpé. Ceux qui sont capables de se faire comprendre en anglais, ils s'en vont. Parce que c'est de la lingua franca d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc... Mais alors, vous avez raison, l'anglais se prend assez rapidement. Par contre, beaucoup d'argent ou un peu d'argent pour pouvoir partir, ça c'est un peu plus compliqué à faire. Surtout s'ils ont emprunté pour acheter une maison, j'en sais rien. Oui, donc c'est ça aujourd'hui, c'est une destruction, je pense que vraiment c'est une question de destruction totale, mais assumée de ce gouvernement et des autres. Mais là, Emmanuel Macron, lui, il est vraiment passé à la vitesse supérieure et là, il accélère pour essayer de faire passer le maximum de choses avant de s'en aller. Mais il y a une volonté de quelqu'un qui est totalement déstructuré, qui n'a pas finalement l'idée même de la France. Et je pense même il comprend pas ce que c'est. Voilà, il en a même un horreur, je pense, concrètement. Je crois qu'il déteste la France. Ouais, je pense qu'il déteste l'âme française. Et pour moi, Emmanuel Macron a écorné l'âme de ce pays. Plus que tous les autres. Il a vraiment écorné l'âme de ce pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays. Parce qu'on en a eu des rois. Hein. Oui, on en a eu. Oui, parce qu'on élit un roi, là, quelque part. Oui. Et donc, c'est la première fois qu'on a un roi de France qui déteste son pays, ce qu'il représente. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Déjà, ça comme le personnage. Et parler des crimes contre l'humanité qu'on a fait en Afrique ou j'en sais rien. Non, mais vous arrachez les cheveux, quoi. Bien sûr. Oui. Alors, donc, on a fait un diagnostic qui n'est pas très différent, vous et moi, de notre pays. Et ça nous fait traiter d'extrême droite. Moi, j'ai un truc que je dis aux gens tout le temps, je leur dis, écoutez, je veux bien être tout ce que vous voulez, mais expliquez-moi pourquoi je suis d'extrême droite. Je ne réussis pas à comprendre. Parce que je dis, je refuse, si je refuse de parler de la doxa, je suis extrême droite. C'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vous disent que vous êtes d'extrême droite, vous? Alors, certains, pas tout le temps, mais ça peut arriver, effectivement, mais sinon, si ce n'est pas d'extrême droite, c'est au choix, en fait. C'est complotiste, populiste. Complotiste ou d'extrême droite? Sous les Gilets jaunes, j'étais complotiste parce que c'est vrai que j'avais un amour certain pour les Gilets jaunes canal historique, les Gilets jaunes canal historique, soyons très clairs. Et maintenant, contre la perte des libertés, donc je suis très engagé contre ça, je suis une espèce de complotiste. Mais ça, c'est toujours pareil, on est dans la délégitimation directe de ce qu'on est, de la parole discordante. Mais ça, c'est combien de gens dans le pays? C'est 1000 personnes 2000 personnes qui tiennent finalement les cordons des caméras, qui tiennent les interrupteurs des lumières de plateau télé. Ils sont 1000, 2000, 3000, 4000. Et c'est eux qui jugent. Et c'est eux qui jugent, mais ils peuvent continuer à juger tant que bien leur... Ça ne m'intéresse pas, ça ne me dérange pas, et comme disait Chirac, ça me fait bouger une sans me faire bouger l'autre. Voilà. Très clairement. Voilà. Alors, est-ce que c'est une forme de courage? Je ne sais pas, mais je suis extrêmement inquiet. Alors, maintenant, on va changer de pied. Oui. On a parlé de la France, etc. Et je vais essayer de vous ramener à votre business. Parce que ces gens sont très puissants. Un business comme le vôtre dépend quand même, qu'on le veuille ou non, du nombre de gens qui vont vous voir. Et donc, s'ils sont si puissants qu'on le pense, si vous passez d'un seul coup sur officiellement de 200 000 vues à 20 000 vues, ils vont vous faire du mal. Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de manœuvre ne serait pas complètement inattendu? Alors, j'y suis habitué.
une nouvelle fois depuis début 2019. J'y suis vraiment habitué. Comme vous l'avez dit, il y a qu'on appelle le shadowban sur les réseaux sociaux. Shadowban, expliquez. Ouais, le shadowban, c'est le fait de mettre une vidéo en ligne sur une célèbre plateforme américaine et d'avoir pendant un certain temps 300 ou 400 000 vues et puis rapidement, vous tombez à 20 000, 30 000, 40 000 vues. Donc il y a manifestement là quelque chose qui fait que vous avez moins de vues, donc moins de visibilité, donc moins de ressources. Voilà, moins de ressources, forcément. Et ça, j'y reviendrai pour les ressources, mais effectivement, vous êtes moins visible, donc moins de gens peuvent aller voir ce que vous faites ou les invités que vous recevez, comme moi, je vous remercie de m'inviter, finalement, d'aller goûter une parole discordante, peut-être structurée, de manière à ce que les gens, on en parlait au début de l'émission, se fassent une idée peut-être un peu plus claire et plus structurée de ce qu'on vit. Donc finalement, c'est de la rétorsion. Le problème, c'est de la rétorsion. C'est de la rétorsion. Elle n'est pas officielle. Elle n'est pas officielle, mais elle est privatisée, Charles. Elle est privatisée. Oui, c'est-à-dire elle est privatisée, c'est ça. C'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que dans le temps, c'était l'État qui, quand vous aviez un journal par exemple, il ne trouvait pas de papier à vous livrer, donc votre journal, bien sûr. Au moins c'était l'État qui faisait ça. Donc aujourd'hui, ce sont des forces privées qui ont littéralement acheté l'État, j'avais signalé Bill Gates et Le Monde, acheté l'État, et c'est ces forces privées qui se chargent de faire la police. Ben oui, et la police intellectuelle. La police intellectuelle, la censure. Culturelle, c'est ça, ce qu'on appelle la police de la pensée. Oui. Vous aviez, il y a encore 10 années, vous aviez la bien-pensance. Oui. Vous l'avez connu. Et puis après, on a dérivé gentiment vers carrément la police de la pensée. Alors on nous dit, on n'est pas en dictature en France. Vous pouvez parler. Oh. Ah bon? On peut parler. On est au milieu de tous les plateaux télé de forte audience. On vient nous shadowbanner sur nos chaînes YouTube, sur nos Facebook, partout. Et quand on ouvre la bouche, on est des espèces de rejetons de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Et alors, je veux bien, mais ça commence toujours par une police de la pensée. Rappelez-vous, sous Staline, vous aviez le concierge en bas, c'était un militant politique ou un citoyen politique qui venait dénoncer les uns et les autres. C'est pour ça que les gens, même quand ils avaient le téléphone, pour ceux qui avaient le téléphone, ils mettaient un coussin dessus quand ils parlaient dans la cuisine. Donc c'est déjà une pression intellectuelle et culturelle et sociale qui est énorme. Alors déjà, on n'est pas en dictature, mais concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut plus s'exprimer, hormis chez vous, ou hormis chez quelques autres et chez moi, mais sinon, on est complètement blacklisté. Il y a après, finalement, il y a l'accusation intellectuelle, il y a l'accusation culturelle, il y a l'accusation de société. Oui, vous êtes là, donc vous n'êtes pas dans la parole officielle, donc vous êtes que la portion congrue d'une frange très minoritaire d'une partie de la population radicalisée, gilet jaunisée, anti-vax. Vous voyez, on en est là. Donc déjà, ce premier pas de société, il est extrêmement dangereux dans un pays comme le nôtre. Et on sait toujours comment, et ça se termine toujours par des camps de concentration, ça. Alors, j'espère pas qu'on arrivera jusqu'à là. Mais en tout cas, si vous voulez, en Australie, ils n'en sont pas loin. Hein. Ils sont en train en Australie. Ça fait 1 an et demi que le gouvernement les enferme. Ils sont devenus complètement fous. Et ils ont mis des véritables camps de concentration pour ramener les gars qui n'étaient pas vaccinés, quoi. Oui, mais ça, moi, je suis très inquiet pour ce pays, la France, parce que là, la chute, là, on est dans un toboggan totalitaire. Alors on me dit, totalitaire, je peux pas dire ça. Mais le totalitarisme, c'est quoi? C'est être contrôlé partout, tout le temps, n'importe quand, n'importe qui. Donc finalement, on est contrôlé tout le temps par n'importe qui, parce que maintenant, aujourd'hui... Notre téléphone, par exemple. Voilà. Et on est contrôlé à peu près pour un statut sérologique, un statut vaccinal. Donc ça, déjà, c'est un premier pas qui est quand même une grande enjambée vers une certaine forme de totalitarisme. Tout à fait. Et la parole libre, il n'y a plus de parole libre. Alors, quelques médias essayent bien, sur certaines antennes, de faire un peu, donner un peu le pendant. Mais finalement... Ce bon Berkoff sur Sud Radio, pour ne pas le nommer. Voilà. Mais il fait du très bon boulot. Il fait très bon boulot. Moi, je pense que c'est l'utilité publique, hein, d'ailleurs. Absolument. C'est un monument national. Bien sûr. Mais de là à dire que Berkoff, non, je pense qu'à un moment donné, nous devons, avec nos audiences respectives, notre communauté respective, qui est à peu près la même, en fait. La réalité, c'est que c'est à peu près la même. C'est ça notre drame. C'est que on parle, tout le monde parle au même. On se connaît tout. Enfin, les gens nous connaissent. Mais au moins, on continue à faire vivre on a une petite veilleuse là, et on essaye de continuer à faire, pas vivre la flamme du soldat inconnu, mais la flamme de la pensée libre. Encore de ce qu'il reste. Alors on nous dit, oui, vous êtes excessif, vous êtes ci, vous êtes mis. Non. Vous savez, j'ai 15 ans de journaliste, mais je suis très inquiet aujourd'hui. Oui, mais je comprends que vous le soyez. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. C'est sur ce pass sanitaire. Je me suis demandé pourquoi ils étaient tellement excités sur le pass sanitaire, pourquoi ils comptaient l'imposer à tout le monde, très bien. Mais j'y réfléchis, et bon, tous les travaux que je fais ici, j'en ai parlé d'ailleurs, ici ou là, m'amènent à penser qu'on va vers une crise énergétique très grave. On va vers une pénurie d'énergie monstrueuse à cause des imbécilités qu'on fait depuis 20 ans. Bon, soit. Quand vous avez une crise
énergétique comme l'économie, c'est de l'énergie, ça exige l'intervention du gouvernement et ça exige le rationnement. Donc, le but, c'est d'avoir tous les Français encartés pour pouvoir ensuite transformer leur passe sanitaire en crédit écologique. En crédit écologique, et vous ne pourrez pas aller voir vos enfants aux États-Unis parce que vous y êtes déjà allé 2 fois. Et vous rachèterez, si vous avez l'argent, vous rachèterez le crédit à votre voisin qui n'a pas pu aller. Qui n'a pas pu aller. D'accord. Et donc, je crois que derrière, il y a le but de tout fonctionnaire de bonne qualité quand même. Le but ultime, c'est de créer les cartes de rationnement, parce que c'est lui qui les distribue, donc c'est lui le chef. À ce moment-là, il est au sommet du panier, si j'ose dire. Oui, mais pour arriver à ce stade-là, Charles, il faut y arriver doucement. Il faut y arriver doucement, mais il faut habituer les gens à la soumission aussi. Et voilà. Il faut habituer les gens à la soumission, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, nous sommes en train de verser vers une société de surveillance de masse. D'ailleurs, formidable, il y a quelques jours, nous avons appris que notre carte électorale aurait un QR code. Alors, je l'ai lu sur 2-3 articles. Ah oui, vous comprenez. Mais comment ça ? Alors, normalement, il devrait y avoir une carte électorale avec un QR code dessus. Voilà, alors il faudra le vérifier, mais j'ai vu passer 2-3 articles dessus, donc peut-être qu'entre-temps, ça a été enlevé, mais vous imaginez bien que c'est un exemple, finalement... Qui sera le même QR code que celui que Non, je pense pas, mais ça sera un QR code, apparemment. Mais un QR code, c'est un QR code, ce sera pour vous signaler que c'est vous. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça sera mis en place. Ils ont essayé déjà de discuter le 3 février du vote par correspondance, pas pour la présidentielle, mais pour les municipales 2026. Mais vous voyez, effectivement, mais pour arriver à ce stade-là, il faut la servilité volontaire, de parler Étienne de la Boétie, d'une partie de la population. Et un totalitarisme se fait toujours comment ? D'une partie avec une force policière, une force de droit, mais aussi avec une autre partie de la population qui va elle-même contrôler la partie adverse. Donc ce totalitarisme est en train de se mettre en place, on le voit bien, et ils sont là-dedans. Donc finalement, c'est un test à grandeur nature de la soumission, de combien de gens sont prêts aujourd'hui à suivre aveuglément la parole officielle, et surtout la doxa et la parole officielle. C'est extrêmement intéressant. Et respecter les réglementations que les officiels mettent. Bien sûr. Puisque c'est dans l'intérêt général. Bien sûr. C'est toujours dans l'intérêt général. Et vous savez, quand on me dit on va s'occuper de toi, on va essayer de préserver tes libertés, ça me pose toujours un problème. Et vous savez ce que disait Bastia au 19e, il disait si simplement on pouvait libérer des gens qui veulent s'occuper des autres, oui. On serait quand même beaucoup mieux si on n'avait pas tous ces gens qui veulent s'occuper des généraux, des prêtres, des trucs. Si on laissait les gens bien tranquilles et s'occuper de leurs propres affaires, le monde serait quand même beaucoup plus sympathique. Ben, bien entendu. Il y a trop de gens qui veulent s'occuper de nous. Ah, mais surtout quand ça vient d'en haut, ça me pose toujours un problème, parce que surtout quand il s'appelle Olivier Véran et Jean Castex, là, ça me pose vraiment un problème. Oui, oui. Et vous aviez une déclaration formidable. J'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à aller voir la commission sénatoriale d'Olivier Véran il y a quelques jours, devant Yann Abbassi, je crois, la sénatrice. Au Sénat, oui. Et il nous avait quand même dit qu'ils avaient des boards dans son bureau, et notamment, vous savez, avec l'appui de McKinsey. Qui leur coûte un peu d'argent. Oui, un peu d'argent, ça coûte beaucoup d'argent, McKinsey, peu importe, à aller voir. Et Olivier Véran nous dit comme ça, au détour d'une phrase, parce qu'il est formidable, Olivier Véran, je l'appelle Olivier la Science, il nous dit à un moment donné, nous avons avec finalement des enquêtes d'opinion assez régulières pour savoir jusqu'où nous pouvons aller dans la politique de vaccination dans l'opinion publique. Non mais c'est plus sanitaire là. Si vous avez des études d'opinion qui vous permettent de savoir où mettre le curseur dans la débilité de vouloir vacciner tout le monde en permanence, même les plantes vertes et les chiens, c'est plus du sanitaire, c'est du politique. Enfin, on le dit depuis un certain temps, mais vous avez des déclarations qui sont assez énormes et ils ne se cachent même plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de complot. Ces gens-là ne se cachent pas. Enfin, il n'y a pas de complot. Mais vous connaissez un homme qui est interviewé aussi très souvent, qui s'appelle Jordan Peterson. C'est un Canadien qui est absolument remarquable. Je conseille tout le monde qui comprend l'anglais d'aller l'écouter parce que c'est un homme tout à fait éminent. Et alors, il a fait une grande déclaration. Donc, c'est un des grands scientifiques canadiens. Il était professeur à l'Université de Toronto. Avant ça, il était à Harvard, donc une sommité dans tout ce qui est psychologie, sciences sociales, etc. Et il a dit, j'ai interviewé tous les gens responsables de la politique au Canada, qui est encore plus singulier qu'en France d'ailleurs. Eh bien, tous m'ont dit qu'il n'y avait aucune base scientifique à tous les machins qu'on a mis. C'est-à-dire que c'était uniquement fait sur la base de sondages d'opinion. Bien sûr. C'est-à-dire que toutes ces espèces de mesures, le masque, etc., c'était fait sans aucune base scientifique. Mais c'est une déclaration invraisemblable. Je croyais qu'on suivait la science. Ah ben c'est ce qu'on nous a vendu depuis le début, hein. Mais apparemment, c'est pas le cas. Non, mais c'est des mesures coercitives pour s'habituer finalement à renier nous-mêmes nos libertés. Parce que c'est ça la réalité. C'est comment ils vont arriver à renier eux-mêmes leur liberté. C'est ce qu'on a, c'est sa servitude volontaire. Nous estimons que nous léguons
nos libertés à un gouvernement qui est de plus en plus coercitif, de plus en plus répressif. Et par contre, nous estimons aussi, nous déclarons sur l'honneur, la main sur le cœur, que nous ne voulons plus les reprendre. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui pose problème, Charles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment des millions de Français ne voient pas qu'à un moment donné, on est en train de leur soutirer sous des alibis sanitaires leur liberté. Qu'est-ce qui va naître? Leurs droits fondamentaux. Voilà. Exactement, leurs droits fondamentaux. Qu'est-ce qui va naître dans 6 mois? Parce qu'au rythme où nous allons, quand vous avez à un moment donné Olivier Véran qui vous dit le pass vaccinal, on l'enlèvera vers fin juillet. Est-ce qu'Olivier Véran sait qu'il y a une élection présidentielle le 10 avril? Donc je lui pose la question. Oui. C'est comme le Conseil constitue. Ouais, nous prendrons acte du Conseil consultatif du Conseil constitutionnel. En fait, il n'est pas consultatif, le Conseil constitutionnel. Bon, malheureusement, il est ce qu'il est. Mais je veux dire, on a eu beaucoup de déclarations aussi, que je suis, parce que je suis éditorialiste politique, où je me dis, mais ces gens savent qu'il y a une présidentielle. Quand vous avez Emmanuel Macron qui refuse de débat dans le premier tour. Avant le premier tour, je ne débat pas. Mais dans quel pays nous sommes? Emmanuel Macron refuse de débattre avant le premier tour pour ne pas, puisque c'était la confirmation ou la déclaration de ce cher Gabriel Attal. Mais vous imaginez dans quel monde, dans quel pays est-ce qu'on aura accepté il y a 3 ans, ou dernières élections, que finalement, bon, François Hollande, le prof, il ne s'est pas représenté, mais comment peut-on accepter qu'un candidat sortant en président en exercice refuse de débattre avant le premier tour? Enfin, on est sur des trucs qui me semblent, moi, mais effarants, même très inquiétants. Très inquiétant. Vous savez, très inquiétant. C'est la fameuse formule de Benjamin Franklin, qui était donc un des pères fondateurs des États-Unis. C'est celui qui abandonne une partie de sa liberté pour sa sécurité n'aura ni liberté ni sécurité. Il ne mérite ni l'une ni l'autre. Il ne mérite ni l'une ni l'autre. Exactement. Et c'est ce qui va se passer. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait il faut maintenant, si j'ose dire, vous et moi, on va continuer à vox clamant in deserti, comme on dit, mais c'est pas tellement le désert. C'est pas tellement le désert. Je crois qu'il y a des gens qui écoutent. Tant mieux. Tant mieux, il y a des gens qui écoutent et qui font passer le message. Mais il ne faut pas oublier que dans la Bible, les prophètes qui n'étaient pas d'accord avec les saloperies que faisaient les rois avaient une espérance de vie assez courte. Oui, c'est comme les messagers. C'est pas le message qui était réprimé, c'était le messager qu'on a assassiné au dépôt message. Voilà, donc, si vous voulez, je crois que vous et moi, nous n'ayons, moi surtout d'ailleurs, puisque j'ai 78 ans, une espérance de vie qui ne sera pas peut-être aussi longue que si je restais tranquillement soumis dans mon coin. Mais le jour vaut la chandelle. Je crois qu'il faut continuer à se battre. Oh, bien sûr. Je ne lâcherai pas, comme on dit maintenant, vous savez, Charles. Non. Et puis je crois qu'on est rebelle. On ne le devient pas, on le naît. Oui, on est le rebelle. Mais il faut assumer de le rester. Il faut assumer de le rester. Et ça, vous n'aviez pas des ancêtres protestants dans la Montagne Noire, là, au moment des dragonnades de Louis XIV Pas à ma connaissance, mais bon. Vous étiez dans le coin, par là-bas? Non, je veux toujours rester à Nîmes. Mais à Nîmes, c'était derrière, quand vous allez vers les Cévennes, c'est là où ils étaient, tous les méchants. Mais on a eu dans la famille des têtes brûlées dans la Résistance, que ce soit du côté de la Pologne, que ce soit du côté de la France. C'est bien. Nous rentrons dans des temps de résistance, allez. Et c'est un appel aux résistants, il n'y en a pas des masses. Exactement, il y a la réflexion libre-arbitre. Et la réflexion libre-arbitre. Mon père a été condamné à mort en 1941 parce qu'il était gaulliste par un tribunal militaire qui était présidé par celui qui allait devenir le maréchal de Latte de Tassigny. Voilà, il y a des gens qui se révoltent, qui ne deviennent pas maréchaux. Exactement. Ne croyez pas que vous serez maréchal. Non, mais je n'aspire pas à recevoir la Légion d'honneur aussi. Vous savez, j'en ai pas, merci beaucoup. Un journaliste qui a la Légion d'honneur, c'est suspect. Oui, c'est très suspect, oui. Non. J'en ai connu quelques-uns, ils étaient bien obéissants, les bons garçons. Oh oui. Donc, écoutez, je suis content. Mais aussi, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça m'a fait grand plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que finalement, on n'est pas très loin l'un de l'autre, quoi. On pense pareil. Bon, on a pu échanger au moins. On a pu échanger, c'est bien. Mais d'habitude, il y a quelques années, on aurait échangé au coin d'un feu ou n'importe quoi. Et on serait quitté un peu triste, tandis que là, ça va être filmé, puis ça va être diffusé, puis ce sera aux gens de faire leur opinion. Exactement, c'est eux. C'est eux qui ont les clés en main pour sauvegarder nos libertés et notre démocratie. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et il y a le DAF qui vient nous dire qu'il est temps de s'en aller. En principe, au bout d'1 heure, il s'agace. Hein, mon chien? Voilà. Merci beaucoup.